On s'est dit qu'il fallait être au moins deux pour vous. Bonjour, donc je suis Cyril Leclerc. Au moment de l'expérience Joe Mobile, j'étais directeur technique chez Xebia et Didier m'a appelé pour que je m'occupe de l'architecture et de l'implémentation de l'infrastructure chez Joe. Et depuis 4 jours, j'ai rejoint la société CloudBees, donc, qui est une société sur le cloud. Et sinon, d'autres aspects intéressants pour nos discussions, je suis aussi impliqué dans l'open source et dans deux sujets qui ont concerné Joe, qui sont le monitoring, où je suis committeur sur JMX Trans, et dans le passé, j'ai été contributeur sur Tomcat, qui a été aussi un sujet intéressant chez Joe, important chez Joe. Et dans mes centres d'intérêt, le cloud et la mouvance DevOps. Voilà. Donc moi je suis Didier Arbeau, je suis le directeur technique de Joe Mobile. J'ai passé un certain nombre d'années en SS2I, j'ai plutôt une culture web à la base et je m'efforce d'apporter toute cette culture-là dans mon milieu qui est maintenant celui des télécoms depuis une dizaine d'années en aimant me rappeler, comme le dit mon ami Nicolas, que safe is risky and risky is safe. Donc il faut savoir innover et prendre un peu de risque. On va vous parler de Joe Mobile, de son SI. Alors, Joe Mobile, peut-être que vous ne connaissez même pas, donc on va rapidement vous présenter la société, ce qu'on fait en tant que MVNO, et surtout ce qui nous a amené à construire finalement tout notre SI sur le cloud. On verra finalement les critères qui ont été clés pour ce choix-là. Et puis on abordera aussi des éléments de coût, on vous donnera des prix en dollars, en euros. On va rentrer dans le concret, vous donner vraiment des retours d'expérience le plus factuel possible. Et on essaiera de répondre à la question si finalement c'est magique ou pas de développer avec le cloud. Alors Joe, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Joe Mobile, c'est un MVNO, un opérateur virtuel, un opérateur mobile qui est apparu donc, sur le marché fin 2012 et on a commencé à commercialiser, à faire un peu de pub depuis janvier. Donc c'est une société assez fraîche, assez nouvelle. Donc un opérateur mobile sur le réseau de SFR. On est une filiale, on a un code opérateur, on est l'opérateur numéro 11 en France. Voilà. Et on a certaines spécificités, j'en parle là parce que ça va être structurant pour les aspects justement caractéristiques de notre SI. On ne vend pas de mobile, on est uniquement SIM-only, sans engagement. Ça veut dire qu'on va être interfacé avec des équipements télécoms proches de ce qu'on appelle le prépayé, avec des notions de temps réel importantes parce qu'on va aller regarder les compteurs, recharger les compteurs, etc. Donc des notions de réactivité, de temps de réponse vraiment important. Et puis on est 100% web, ça veut dire qu'on ne vend que sur le web mobile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boutique, et si nos applis web plantent, on ne vend plus. Voilà, c'est clair. Voilà. Après, en termes de support, on est community-based, on a tout un support via la communauté d'entraide sur le web également. Donc on verra que c'est vraiment notre canal de communication et qu'on n'a pas le droit de se rater là-dessus. Le titre de la presse, c'est 10 mois pour construire le SI. Alors, quand on dit 10 mois, il y a eu vraiment 10 mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé à construire Joe, oups. Effet démo. C'est parce qu'il y a une pomme derrière. Là. Voilà, mystère. Donc en fait, la société a été fondée tout début décembre. En fait, la filiale a été montée en début décembre. On a commencé à travailler fin décembre. On est rentré en spec fonctionnel tout début janvier. Les développeurs ont commencé à builder. Les premiers builds, c'était sur mars à peu près. On a fait des tests d'interconnectivité avec le GP, c'est l'organisme de portabilité, autour du mois de juin. On a un petit peu bossé sur les mois de juillet-août. Et en septembre, on a lancé la bêta, c'est-à-dire qu'on a vraiment provisionné des lignes téléphoniques, passé des appels, fait des portabilités. On a vraiment travaillé dans des situations de production en septembre et on a ouvert au grand public le 23 octobre. Donc les 10 mois sont là et en 10 mois, on a construit tout le SI. Alors après, un SI, il faut savoir ce qu'on met dedans. Donc pour se rendre compte finalement de ce qu'on met dans le SI, on a prévu avec Cyril de vous donner un petit aperçu de ce qu'il y avait dans ce SI.
Alors la première des choses, c'est effectivement de s'interfacer avec le réseau de l'opérateur, de savoir gérer des cartes SIM, de travailler avec un encarteur. Donc on a toute une partie vraiment interface telco, et on verra qu'il y en a un petit paquet par rapport à ça. Et puis on doit gérer aussi des tickets d'usage. Des tickets d'usage, à chaque fois que vous faites un SMS, ben, pouf, il y a un petit ticket qui arrive avec la taxation. Vous imaginez la volumétrie que ça peut représenter très vite. Et en fait, c'est des données assez intéressantes à gérer avec des technos assez modernes. On verra qu'on s'est amusé là-dessus. Je vous l'ai dit, on est un opérateur web-based, donc ça veut dire qu'on a des interfaces web, fixes, mobiles. On a des applications, pas des applications, mais des sites web avec différents mécanismes de rendering pour essayer de nous adapter au device. Et c'est notre seul canal de vente. Donc ça veut dire que, encore une fois, nos applis web se doivent d'être dispo. On n'a pas les boutiques en backup, on n'a pas de service téléphonique. On ne peut absolument pas souscrire ou gérer sa ligne avec un SVI ou quoi que ce soit. Dans un projet comme ça, les flux bancaires ne sont pas négligeables aussi, d'une part parce qu'il y a des contraintes de sécurité qui sont importantes, d'autre part parce que quand on gère des paiements, des encaissements, des annulations, des dénis, etc., des répudiations de paiement, on gère aussi derrière des journaux comptables. Donc il y a des règles assez strictes, et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi au niveau du SI, parce que quand on a les commissaires aux comptes, on les a eus dès le mois de janvier, c'était sympa, on a intérêt aussi à faire un SI qui est assez robuste de ce côté-là, parce que on nous demande d'aller très loin justement dans les preuves comptables qu'on va chercher au niveau des moyens de paiement. Bon, ça, j'en ai parlé un petit peu. On a une communauté d'entraide sur le web. Et donc là, typiquement, vous avez entendu Sacha tout à l'heure qui parlait de SaaS. Quand on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on est allé chercher sur le cloud, on va voir que nous, tout ce qui est communauté d'entraide, CRM, là, on a été chercher justement du SaaS et on s'appuyait sur un logiciel qui s'appelle Lithium. Et on travaille vraiment là sur un cloud SaaS 100% pour cet aspect-là. On va y revenir après. Et comme toujours, dans un système d'information, on avait à traiter des problèmes d'exploitabilité de la plateforme, des problèmes de supervision, des problèmes de sauvegarde, et avec une particularité chez les opérateurs mobiles, chez les opérateurs télécoms, c'est une volonté de haute disponibilité énorme. Il y a cette culture de l'acheminement des numéros d'urgence. Et donc les critères de disponibilité et de pas d'interruption du service étaient vraiment très présentes dès le début. Ils sont en permanence dans la culture des interlocuteurs qu'on a, et notamment de Didier, qui était mon donneur d'ordre sur le projet. Alors, donc face à cet état des lieux et à ces contraintes, à cette culture, à ces besoins, j'ai proposé à Didier qu'on mette le système d'information sur le cloud. Aussi bien système d'information dev, environnement d'entreprise, intranet, ainsi de suite, que la prod. Les motivations étaient multiples. Déjà, on avait une question de timing. Didier disait que on avait un timing très serré. On devait démarrer les devs rapidement, avec une intégration en mars, validation en juin et une production en septembre. Alors, même si l'intégration était en mars, en fait, ça a dû aller plus vite. Et dès le mois de janvier, on a eu besoin de faire un proof of concept de raccordement avec notre partenaire CRM Lithium, qui est une société américaine, et qui, dans son Memory of Understanding, qui était le contrat de base qu'on signait avec eux, nous posait des contraintes techniques fortes, que nous, on a voulu asseoir par un proof of concept. Donc, il a fallu en 2 jours que je déploie un POC de nos techniques de raccordement. Et ensuite, on avait 3 environnements à monter. Un environnement d'intégration continue, un environnement de User Acceptance Test, et ensuite on a eu 2 environnements jumeaux, la pré-prod et la prod. Donc ça fait même plutôt 3,5. Avec aussi un besoin, Didier parlait de raccordement de beaucoup de partenaires, de laisser aux équipes projet la possibilité de déployer des bouchons de nos partenaires pour valider les raccordements en permanence. Ensuite, une autre règle que j'avais, c'était de monter une infrastructure qui ne nécessitait pas d'Ops, puisque la volonté de Joe Mobile, dans un contexte économique extrêmement compétitif des opérateurs mobiles,
et assez incertain pour ce qui allait se passer pour nous. On voulait partir les plus légers possible et donc on avait la volonté d'avoir une infrastructure, une organisation qui était purement projet, sans ops embauché à temps plein. Donc ça signifiait des outils clés en main qui étaient disponibles tout de suite, donc en mode software as a service. On voulait une usine logicielle as a service avec Jenkins. On voulait aussi des repositories Subversion SVN as a service. On voulait un bug tracking as a service. On voulait une wiki as a service. Et avec une situation qui était que l'équipe de dev projet était une équipe Sopra Group qui avait pas l'habitude de travailler sur le cloud. Il fallait qu'elle soit immédiatement opérationnelle. Donc il ne fallait pas partir dans l'ésotérique. On a trouvé des choses que les équipes avaient l'habitude d'utiliser et sur lesquelles il y a eu zéro coût d'apprentissage. L'équipe qui a été constituée, en fait, on est allé chercher vraiment des talents dans différentes sociétés. Sopra a travaillé, Xebia, Cyril l'a cité, on a travaillé avec Ecosea aussi. C'est que des boîtes qui se terminent en A. Mais promis, pour Nicolas, on fera une exception pour Ajaccio. Promis, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment des cultures, des personnes qui venaient de boîtes différentes et qui finalement ont eu un environnement d'intégration avec une prise en main ultra rapide. Je pense que c'était vraiment important de souligner. Ouais. Et un autre point qu'on n'a pas mentionné là, mais sur cet environnement d'intégration-validation, c'était la possibilité pour eux de démarrer des serveurs applicatifs sans attendre personne et sans passer par personne pour démarrer un nouveau bouchon, démarrer un nouvel environnement de validation, de test. À un moment, moi j'étais sur le single sign-on, j'ai eu un problème de raccordement avec ce partenaire. Je me suis démarré un serveur de test dans un coin sans perturber les autres équipes. Donc cet aspect self-service, zéro admin, avec des produits clés en main bien documentés, faciles d'accès pour les développeurs, était très important. Et ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir une approche très itérative, avec de l'intégration continue clé en main. Il a fallu itérer sur le modèle économique de la société, sur le modèle de l'offre. Et donc nous, très rapidement, équipe projet, montrer aux gens du métier ce que ça donnait sur les interfaces graphiques, sur les applications, sur le raccordement. Et cet ensemble d'API et de services d'intégration continue nous ont été fournis par CloudBees, qui était notre usine de logiciels intégrés, et par les partenaires qu'on a utilisés, dont on parlera après. Et comme je l'ai évoqué, cette facilité à créer des projets, l'autonomisation complète des équipes de dev pour se créer des projets, tester plusieurs versions en parallèle, se démarrer des serveurs de test comme il fallait, comme ils en avaient besoin, et mettre en prod aussi de façon très souple pour eux. Ça, c'est plutôt des contraintes effectivement qu'on voit au niveau des équipes d'intégration, des équipes de développement. Sachant, on a dit un mot un petit peu aussi, c'est vrai qu'en termes de scalabilité, quand on a démarré Joe, on ne savait pas trop à quoi allaient ressembler nos premiers bursts. La gestion de la charge, la gestion du trafic est quelque chose d'assez difficile quand on démarre une activité. Et c'est vrai que de ce côté-là, ça a été aussi un critère clé. On sait qu'on n'aura pas besoin d'aller faire appel à des ressources système pour monter en charge. On a déjà déployé un certain nombre de VM, on est revenu un petit peu, on en a remis. Et par rapport à ça, effectivement, c'est vraiment une souplesse qui pour nous est vraiment importante en tant que nouvel arrivant sur le marché. Et en fait, par rapport à ça, il suffit d'une annonce, il suffit, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, en termes de charge sur l'application, en termes de trafic, c'est assez faramineux de voir les évolutions par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir du jour au lendemain quasiment. Et moi, qui m'engageais sur l'infrastructure, quand Didier me parlait des campagnes de publicité qu'on allait faire à la télé, et de l'impact que ça aurait sur le site, la charge du site, c'était vraiment un point, l'élasticité était un point qui nous était important, de pouvoir, pendant les quelques jours de campagne de pub, rajouter de la capacité de traitement. Voilà, donc The Voice, 22h, il y a un spot Joe, je suivrai l'analytics. Pour vous donner une idée rapide de l'interface graphique qu'on avait pour l'usine logicielle, on a limité à quelques écrans. On a fourni aux équipes de dev du Jenkins ultra standard, qu'ils connaissaient très bien. Ça, c'est la liste de leurs serveurs Tomcat des environnements d'intégration. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 actuellement. Ça porte malheur. Non, 14. C'est bon. Voilà, donc ça c'est l'environnement avec les systèmes sont bien documentés, il y a de l'aide en ligne. C'est ce que les équipes de dev ont eu et qui leur a permis d'être immédiatement autonomes.
Enfin, je suis mal placé pour vous apprendre ce que c'est que l'intégration continue, là. Mais pour le coup, c'est vrai que nous, ça répond vachement à nos besoins d'avoir en permanence une application qui peut être déployée très rapidement et on déploie assez souvent. Bon, on ne va pas laisser Cyril parler trop longtemps sur ce slide parce qu'il reste 15 minutes. Simplement, un truc qui est important, c'est que la majeure partie de vos développements et de vos travaux vont être sur les petits Tomcat qui sont représentés là. Mais voilà, notre récit, ça ressemble à ça. On a hésité à mettre le schéma, pas le schéma, etc. On s'est dit, bon, ouais, c'est un peu confidentiel, mais ça vous donne quand même une idée assez vraie. C'est concret de ce que c'est le SI d'un opérateur mobile avec sa douzaine d'interfaces. Alors, je vais laisser Cyril un petit peu en parler, mais voilà, il faut être conscient que quand on développe un bout de code pour faire une application mobile qui affiche le joli cockpit de Joe, ben voilà, en fait, derrière, il y a tout ça parce que non seulement au niveau applicatif, on a nos grosses briques dans le gros carré de gauche, mais après, il y a des interfaces qui sont assez balèzes et qui derrière, vont générer aussi pas mal de contraintes en termes d'intégration. Tu veux en dire un mot? Oui, je vais en parler rapidement. Je vais vous parler rapidement des briques qu'on utilise avec un use case. Comme vous allez aimer Joe en sortant de cette conférence et que vous allez vous inscrire, vous allez venir sur le site web de Joe. Vous allez dire que vous voulez faire une portabilité depuis votre opérateur que vous quittez parce que vous préférez Joe. Donc nous, on va appeler l'établissement public de portabilité par un VPN IPsec. C'est un GIE public, c'est un peu compliqué de se raccorder. Une fois que vous aurez souscrit, vous donnerez votre numéro de carte bleue. Donc là, on va travailler avec Atos, SIPS, qui est notre partenaire carte bleue. On validera avec eux. Le paiement sera validé. À ce moment-là, on provisionnera votre compte chez notre MNO, notre Mobile Network Operator, chez qui on va créer votre ligne. Donc pour nous, c'est SFR. Ensuite, on va lancer la création de votre carte SIM qui vous sera envoyée par Oberture, notre partenaire en carter. Ensuite, on vous exposera un serveur vocal intégré et un service de SMS pour tous les services de résiliation qui sont réglementaires en France pour que vous connaissiez la durée de votre engagement, votre numéro de RIO. On vous enregistrera dans notre comptabilité. Éventuellement, les services judiciaires français voudront vous mettre sur écoute, donc il faudra aussi qu'on sache traiter ces aspects-là. On traitera aussi vos tickets de communication pour faire des factures détaillées. Donc, on a beaucoup de briques intégrées, on aura du monitoring, on a des batchs, on a des applications interactives. Ce qu'on a essayé de faire en permanence, c'est limiter la complexité comme les VPN IPsec, les adresses IP bien connues pour se raccorder aux opérateurs, au réseau data des opérateurs à l'extérieur de la zone projet applicative et de donner aux équipes de dev des environnements ultra banalisés qui puissent tourner sur le cloud. Toute notre usine logicielle tourne sur le cloud en mode pass. Et pendant longtemps, enfin, j'ai eu en permanence comme cahier des charges que notre application puisse tourner en prod aussi sur du pass. Et donc, c'était régulièrement validé sur Amazon ou sur Beanstalk ou sur CloudBees. Le choix de déploiement est chez SFR et l'hypothèse d'un pass dans les data centers SFR est tout à fait possible. Donc voilà ce qui nous a animés, faire de l'ultra standard au maximum, qui soit commoditisable, et les quelques particularités aux extrémités bien qualifiées. Il y a des gens dans la salle d'ailleurs qui m'ont aidé à mener ces raisonnements pour abaisser la complexité. Et je les remercie. On parlait argent, alors hop, je reprends la main. 190$, ça nous coûte 190$ par mois notre environnement d'intégration. Ça c'est plutôt cool. Vous voyez ce qu'il y a dedans, ça fait partie des gains réels apportés par tout cet environnement PaaS, cette usine logicielle. Je vous ai mis vraiment des détails importants sur voilà, le temps de build qu'on a, etc., en small, en large. Ça fait partie vraiment des choses réelles. On a les cartes bleues de Joe, elle chauffe à 190$ par mois pour cet environnement-là. Et puis après, on a tout un écosystème de partenaires, SendGrid, j'en dirai un mot tout à l'heure pour nos envois de mails. En validation, on n'envoie pas trop de mails, ça ne coûte pas trop cher. Et puis, pareil, tout le wiki, tous nos workflows d'anomalies, et on en a un paquet quand même pour gérer aussi bien les anomalies de prod, de validation, tout ce qui est web conseiller, etc. On a plein de workflows de Jira là-dedans. Tout ça, c'est pareil. En fait, on est chez Atlassian. Et on utilise leur service en ligne, donc on a effectivement des comptes et l'ensemble des personnes qui travaillent chez Joe ont leur compte sur Jira, sur Confluence avec Atlassian. Donc effectivement, ça nous revient à peu près à 400€ par mois d'avoir cet environnement-là.
Alors la prod c'est un peu différent. Alors, je vous ai mis des prix, j'ai été jusqu'au bout. Alors attention, c'est pas les prix de cloud et d'infra, là il y a la totale. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir aussi toute l'infogérance, le manpower, on va avoir des chiffres vraiment qui vont bien au-delà des services de cloud, de IaaS, etc. On a aussi des aspects people parce qu'on a des GTR, des garanties de temps de rétablissement, des SLA, des choses comme ça qui chez un opérateur peuvent être des choses assez structurantes. Mais voilà, ça c'est ce que ça nous coûte par mois, voilà, de façon très transparente. Et puis après, on a des briques qu'on vient rajouter. Donc voilà, toute notre gestion, nos relais SMTP, ils sont chez SendGrid. Et pour les newsletters, pour les mails de service, on s'interface avec eux. Ça nous coûte 80 $ par mois en prod. PaperTrail, on a un petit log collector qui traite 4 gigas. Donc là, on claque 35 $ quand même, effectivement. New Relic nous coûte plus cher, mais et ça, c'est vraiment un outil qui nous sert énormément pour la supervision. On a nos petites applis, on supervise de partout. On a de l'alerting, du monitoring, et tout ce qui nous est fourni par New Relic est vraiment super utile par rapport à ce qu'ils amènent en termes de supervision. La diffusion multicanal, c'est tout ce qui est justement SVI et SMS, qui est aussi là pour le coup en mode SaaS. Et on utilise justement ces services pour fournir les interfaces de serveurs vocaux, etc. Voilà, ça c'est tout ce que nous coûte l'environnement technique sur l'aspect production. Hop, vous n'avez pas vu. Ouais. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, enfin, vous aurez l'occasion de le voir dans toutes les présentations qui vont suivre. L'idée, c'est vraiment de vous donner un retour concret, de vous dire ce qui est vraiment bien, ce qui n'est pas bien aussi, et les limites aussi qu'on a rencontrées. Alors, on est en mode pass ou en mode SaaS pour beaucoup de choses. Donc, on a vu les Tomcat, ils fonctionnent en mode pass. L'envoi de mail, c'est du SaaS. Le monitoring, c'est du SaaS. Le log collector, c'est du SaaS. Maintenant, il y avait des choses pour lesquelles on n'a pas trouvé de fonctionnement pass qui nous correspondait. Par exemple, c'est les batchs. Mais dans un SI costaud, enfin raisonnablement costaud, la vraie vie, on a des batchs. Et là, donc, on a eu un travail à faire, nous, avec un serveur Rundeck qui tournait dans un coin. Ensuite, on a eu une autre réalité, c'était que tout notre environnement de développement usine logicielle, lui, était en mode pass, en intégration. Mais après la partie production, on est hébergé par notre actionnaire principal qui est SFR. Et donc, les offres de cloud de SFR, pour le moment, sont que du mode IaaS. Avec Numergy, ça va très certainement évoluer. Mais donc là, il a fallu faire une adaptation. Et donc, ça veut dire coder à la main tous les scripts de déploiement. Ce qui est pas mal, c'est que toute l'API qui est offerte en intégration par CloudBees, on a vraiment aussi tiré parti de toute l'industrialisation qui a été faite en intégration pour finalement porter des scripts pour aller travailler sur le déploiement sur le IaaS. Qui était assez simple, puisque pour tourner sur un pass, il faut être vigilant et pas faire de choses spécifiques. Ensuite, on a beaucoup d'interfaces avec des systèmes externes. Le raccordement avec l'établissement public de portabilité, le raccordement avec SFR, MNO, c'est du VPN IPsec. Ça, c'est des choses, si vous voulez les faire sur du cloud, c'est vraiment délicat, il faut un savoir-faire important. On a aussi des flux qui sont sécurisés, notamment avec les banques ou avec notre encarteur Ouverture. Ouverture, ils font aussi les cartes bancaires, donc ils ont une culture de la sécurité qui est très stricte. Donc là aussi, on avait des points de sécurité qui n'étaient pas faciles, notamment connaître les adresses IP. Et pour ceux qui ont l'habitude d'Amazon ou même de cloud comme OVH, vous savez que les adresses IP, c'est quelque chose de pas très garanti. Et par exemple, sur les load balancers, c'est juste pas garanti du tout. Donc là, il y a des points délicats à gérer. Et ensuite, on a eu donc des parties qui nous nécessitaient du savoir-faire d'Ops parfois. Mais quand on est en mode IaaS, on a travaillé avec des load balancers F5. On a eu des problèmes. Lorsqu'on a activé SSL, l'affinité de session a disparu. On a eu de l'escalade de protocole HTTP vers HTTPS dans les F5 qui était inattendue, ainsi de suite. Il y a quand même une partie de main dans le cambouis à faire, effectivement. Cloud ou pas cloud, il ne faut pas se voiler la face et on fait appel aussi à des ressources Ops de façon ponctuelle. Quand même. Et quand on est en mode IaaS, comme il y a pas mal de choses qui sont masquées à l'utilisateur, finalement, il y a un savoir-faire qui est sensible à avoir. Un dernier point, c'est effectivement, on donne les clés du camion quand même à pas mal de partenaires quand on est sur du cloud. Et effectivement, pour builder, on dépend de CloudBees. Si CloudBees est par terre, on ne builde pas, quoi. Et puis,
de façon plus anecdotique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de SendGrid, donc pas de blague grivoise s'il vous plaît dans les amphis, parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a un développeur qui s'est amusé à faire une blague un peu grivoise dans un amphi en Californie, ça n'a pas plu à l'évangéliste de SendGrid qui s'est empressé de tweeter ça avec la photo des mecs, ils se sont fait expulser de l'amphi et renvoyer de leur job, ça n'a pas plu à la communauté qui a fait une attaque DDoS sur SendGrid et qui les a mis par terre pendant quelques heures. Et donc, chez Joe, nos commandes, les mails de confirmation, ils ont pris 3 heures de retard. Voilà, donc la blague grivoise du développeur, bon, enfin, surtout l'attitude après, mais bon, on va pas rentrer dans les débats. Voilà, donc juste, faut être conscient que, ouais, on s'en remet quand même à un certain nombre de partenaires, et si Atlassian a la bonne idée de ne pas être dispo, ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, je le dis clairement, on n'a pas de wiki, on ne peut pas y accéder. Alors, on peut avoir des copies locales, des choses comme ça, mais voilà, il faut être conscient qu'on s'en remet à la réactivité de CloudBees, qui répond parfaitement à nos besoins par rapport à ça, et c'est super important dans le choix du partenaire cloud de s'assurer effectivement de sa disponibilité, de sa réactivité, de sa légitimité, c'est essentiel. Alors en même temps, dans la période du projet, on a vu un gros hébergeur français qui a eu une coupure de courant dans un de ses data centers principaux et qui a causé plus de 5 heures d'indispo à ses clients traditionnels. Donc, de toute façon, si on se remet aux autres, on dépend des autres. C'est pas l'exclusivité du cloud. Voilà, quatre petits points pour terminer. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que voilà, dès le mois de février-mars, tous les développeurs chez Joe, ils étaient focalisés sur le développement. Et le fait d'avoir un environnement d'intégration prêt à l'emploi outillé, c'est clair et net, ça permet de maximiser le temps passé par les développeurs sur le business et de ne pas aussi avoir de ressources système en permanence qui vont aller déployer un serveur, mettre les patchs de sécurité, etc. C'est clairement un des gains de temps significatifs. Et un environnement, toute une usine logicielle et un écosystème qui est dédié à la productivité projet. Et on s'est retrouvé avec en mode no-ops sur l'usine logicielle et quasiment pas d'ops sur la prod. Et les gens ont pu juste se focaliser sur le développement métier. Et ça s'est vraiment bien passé. Donc là-dessus, on a atteint notre objectif. C'était de ne pas avoir de coût d'admin, de temps d'admin, de savoir-faire d'admin sur nos environnements et des productions, des mises en prod qui sont très facilitées, avec toujours cet effort de simplifier les choses pour que ça s'intègre bien dans un pas standardisé. Sur la scalabilité, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais c'est hyper important pour nous de savoir qu'on va pouvoir monter en charge sans avoir de déploiement de hardware, qu'on va pouvoir cloner les VM hyper facilement, et ça c'est un atout indéniable. Un petit point sur les aspects financiers aussi. Voilà, vous l'avez vu, les rapports qui ont été pris sur l'environnement d'intégration sont hyper importants. Sur les coûts d'hébergement en production, je pense que ce n'est pas foncièrement plus faible qu'un hébergement classique. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la longue, on n'a pas ces coûts de grade, d'obsolescence de machines et de mise à jour logicielle, de patch, etc. Et ça c'est les coûts cachés. Pour les avoir vus pendant un certain nombre d'années dans mes précédentes vies, voilà, c'est assez significatif. Après, il faut savoir que chez Joe, on n'investit pas dans notre SI, on ne sait pas du CAPEX, il n'y a pas d'invest, et voilà. Donc ouais, on fait des chèques tous les mois, et c'est des OPEX. Donc le modèle financier est différent aussi, il faut le savoir, ça peut être une contrainte dans certaines sociétés. Et j'aurais un point encore sur les aspects financiers, mais qu'on va voir là. Pendant les mois de janvier et février, j'ai passé mon temps à demander à Didier sa carte de crédit pour lui acheter à peu près tous ces trucs-là. Et que culturellement, c'est surprenant. Didier n'était pas habitué à sortir sa carte de crédit et à dépenser. On n'avait pas de CB d'entreprise à l'époque, donc c'est vraiment la mienne qui a chauffé. Ouais, donc, voilà. Lui dire qu'il fallait 35 € par mois pour avoir les logs, toutes les logs de l'infrastructure collectées, voilà. Culturellement, c'était surprenant. Juste pour terminer, on a mis ce petit slide, c'est juste pour vous dire qu'effectivement la culture cloud, on l'a pas seulement sur notre SI. Voilà, on a des petites boîtes aux lettres chez Monsieur Microsoft en 365. Quand Mathieu, c'est le patron de la boîte, fait un sondage, et il prend ses petites mains et il travaille avec Checkmarket, qui est une solution de sondage en mode SaaS. Lithium, c'est notre outil de CRM, on est en SaaS. Atlassian, je l'ai dit, voilà, on essaie vraiment aussi de pousser cette culture. Il n'y a pas de serveur chez Joe dans les locaux, dans les 3 open space de la boîte, il n'y a pas de serveur. Et effectivement, on essaye au maximum de tirer parti de tout ce que le cloud peut nous amener
dans le meilleur en termes de fournisseurs de plateformes, de solutions. Et aujourd'hui, le retour qu'on a est vraiment excellent par rapport à ça. Voilà, je pense que vous aurez au cours de l'après-midi d'autres retours qui vous montreront que les expériences sont diverses et variées, en espérant que celle de Joe puisse vous avoir apporté un certain nombre d'enseignements. Merci à vous. Merci Cyril. Merci.